Merci de nous inviter, de vous faire part du point de vue de l'Association du barreau canadien. L'Association du barreau canadien est une association pan-canadienne qui compte quelques 36 000 juristes et universitaires et il est important pour nous qui sommes de l'association de préconiser l'amélioration du droit et de l'administration de la justice. La section de l'ABC rassemble des membres de toutes les régions du Canada qui exercent le droit des organismes de bienfaisance et des organisations but non lucratif sous toutes ces facettes dans des cabinets de toute taille, allant de grands cabinets d'envergure nationale aux juristes exerçant seuls, comme nous l'énonçons dans notre lettre, et je suis accompagnée de ma collègue Eileen Schellenberg, et nous ferons notre mieux pour répondre à vos questions. Donc, merci de cette invitation de vous entretenir de l'activité politique des organismes de bienfaisance à la lumière des travaux menés par le comité et des amendements éventuels à la loi de l'impôt sur le revenu, de sorte que les organismes puissent se livrer au dialogue sur les politiques publiques et leur élaboration. Je suis une défenseur des droits de bon nombre d'organismes qui ont fait l'objet de pareils audits. Je suis fiscaliste, juriste fiscaliste de formation. J'ai quand même travaillé à l'ARC à une époque. Donc, je vous parle d'expérience. Par ailleurs, j'enseigne à la faculté du droit du common law à l'Université d'Ottawa et notamment sur les organismes de bienfaisance. Ainsi, à chaque année, j'entends les avis des étudiants qui se prononcent sur ces enjeux. Eh bien, la section de l'ABC a une très longue histoire à contribuer ses idées sur les œuvres de bienfaisance, y compris des présentations à l'ARC pour des activités qui remontent loin dans le temps. J'en ai repéré une telle intervention en 2002. Plus récemment, nous nous sommes adressés au ministre du Revenu et le ministre des Finances pour appuyer leur mandat tel que confié par le premier ministre, comme quoi les œuvres de bienfaisance font une contribution des plus importantes au discours politique. Nous avons également fait des exposés au groupe consultatif sur le groupe consultatif sur les œuvres de bienfaisance et notamment sa 4e recommandation. Comme vous le savez sans doute, par ailleurs, nombreux sont ceux qui se sont déjà présentés devant vous. Terence Clarter, M. Goffard et Robert Hayhoe. Bon, vous allez l'entendre après moi. Voilà, autant de membres exécutifs de cette section. Et je dois vous dire que tous ont travaillé ensemble pour élaborer les vues de la section. Et nous le faisons très souvent. Il y a eu toute une volée de courriels au cours du week-end dernier, je peux vous l'assurer. Voilà, nous sommes là. Nous participons aux efforts déployés par l'Association du barreau canadien. Nous, les juristes qui sommes à conseiller les œuvres de bienfaisance, qui essaient de respecter les règles pour ce qui est de participer au discours public. Nous voyons ces règles continuellement et nous avons donc l'expérience de tout cela et nous nous rappelons justement cet effet douche d'eau froide au lendemain des réformes et nous recevons les appels de clients qui essaient de comprendre les règles du jour. Dans notre lettre, pour ce qui est de l'ébauche, avant même de la présentation de ces 86. Nous disons que nous sommes d'accord avec la démarche du gouvernement, y compris abroger la limite des 10 sur les activités politiques. Un éclaircissement comme quoi un organisme de bienfaisance doit être constitué et doit
avoir comme raison d'être des fins de bienfaisance uniquement. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée d'écarter la notion d'activité de bienfaisance uniquement et bien sûr l'interdiction à des activités politiques partisanes. Encore là, nous croyons que c'est une bonne idée. Nous étions d'avis que ces propositions donneraient une plus grande marge de manœuvre aux œuvres de bienfaisance pour mener des activités non partisanes telles que la politique plus gouvernementale. Nous avions quelques préoccupations à l'égard du projet de loi tel que présenté dans un premier temps par les finances et qui sont encore pertinentes malgré la présentation de C86. On garde l'organisme de bienfaisance. Toutes les ressources sont consacrées à des activités de bienfaisance telles que menées par l'organisme lui-même. Je vous dirais d'expérience que c'est l'une des dispositions les plus mal comprises dans la loi. Ce texte a créé énormément d'incertitudes dans le passé et continue de perpétuer de la confusion entre une fin de bienfaisance et une activité de bienfaisance, comme on l'entend dans le dialogue entourant la conformité des œuvres de bienfaisance. Et c'était sur ma liste de souhaits, cette formulation de activité de bienfaisance serait supprimée une fois pour toutes. Bon, je le dis, mais néanmoins, je suis réaliste. À mon sens, notre définition d'un organisme de bienfaisance doit être le reflet d'une fondation de bienfaisance et s'abstenir de parler d'activité de bienfaisance. Nous sommes aussi d'accord avec l'interdiction contre toute activité politique partisane, mais elle demeure politique. C'est 86, dit bien appui direct ou indirect. Nous croyons que cette allusion à indirect et problématique parce que c'est perpétuer de la subjectivité et de l'incertitude telles que vivent présentement les œuvres de bienfaisance. Écarter la limite de 10%, ça, on est d'accord, mais voilà qui m'amène à me demander, y a-t-il une limite quelconque pour ce qui est des activités de défense des intérêts ou des activités politiques d'une œuvre de bienfaisance? On s'en inquiète parce que si on revient au common law, l'ARC va s'en remettre à la définition de la common law de ce qui est accessoire et auxiliaire. Et les activités politiques deviennent telles qu'une œuvre de bienfaisance est en train de poursuivre des fins politiques. Alors, c'est une question de degré. Dans quelle mesure peut-on se livrer à des activités avant que ce ne soit plus admissible? À notre avis, le vocable ou le qualificatif accessoire ou auxiliaire est beaucoup trop vague. Nous sommes d'avis que on devrait plutôt parler de subordonnés, tel qu'élaboré par l'ARC dans ses règles. Eh bien, c'est un concept qui vaut mieux parce qu'on le définit en termes plus robustes. Eh bien, c'est davantage une question d'interprétation de la part de l'ARC de tout changement envisagé par opposition à la formulation au projet de loi comme tel. Comme nous l'avons également fait valoir dans notre tout premier mémoire à l'intention du comité, que les règles du Canada pour ce qui est de mener des activités au Canada ou ailleurs, eh bien, sont différentes d'autres compétences, notamment américaines, britanniques ou même australiennes, comme d'autres et moi voulons faire entendre du reste. Pour ces compétences, elle concentre sur la promotion de la raison d'être de bienfaisance, alors que les règles du Canada portent davantage sur les activités des organismes bienfaisants. D'autres exemples, la direction, le contrôle de ces œuvres de bienfaisance dans leurs propres activités, règles d'affaires, règles régissant leurs revenus, etc. Par conséquent, les œuvres de bienfaisance canadiennes doivent consacrer des ressources humaines et financières à la conformité par opposition à s'acquitter de leur mission de bienfaisance. Du coup, elles sont moins efficaces. La modernisation et l'éclaircissement des règles canadiennes aideraient grandement ces œuvres de bienfaisance à faire leur raison d'être par opposition à interpréter des règles qui sont beaucoup trop complexes. Merci de cette occasion. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, c'est fort utile. Nous passons maintenant à la période des questions. Merci, Monsieur le